Hop, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la restitution du baromètre des standards de la mobilité qui s'est déroulé sur l'année 2022 et particulièrement durant l'été 2022. Plusieurs d'entre vous d'ailleurs avaient participé ou répondu à ce baromètre et c'est déjà le moment de vous en remercier. Donc on va avoir je vais prendre un temps de présentation de ce baromètre. Il y aura aussi certainement plusieurs voix avec moi pour le commenter, puisqu'on a mené ce baromètre avec plusieurs partenaires, en particulier les équipes de la DGTM et du Point d'accès national, mais aussi le GART, l'UTP. Donc il y aura aussi plusieurs points de vue peut-être sur ce baromètre qui pourront s'exprimer dans cette phase de présentation. Et puis dans un second temps, on gardera, je pense, un temps assez large d'échanges, de réactions, et puis peut-être aussi de discussions sur des suites à donner ou en tout cas les enseignements qu'on en tire. Hem, Vous avez reçu normalement la plupart d'entre vous, hier, par email, le document, que je vous remets dans le chat à toutes fins utiles. La présentation d'aujourd'hui, elle est basée, hein, sur ce document, donc il y a pas de véritable décalage, entre les 2. On est resté dans ce baromètre sur une logique assez descriptive avec un premier niveau d'analyse, mais vraiment de restitution des résultats. Je vais plonger un petit peu peut-être dans la présentation du contexte général. Donc ce baromètre, on l'a mené sur l'été 2022, de juin à septembre à peu près. Il a conduit à collecter 43 réponses, avec des profils de répondants, voilà, que je pense à vous présenter, assez variés, ce qui est quelque chose d'important. 43 répondants, ça fait pas quelque chose d'exhaustif, ni même d'entièrement représentatif, hein, de l'écosystème. On a une démarche sur un temps court, alors qu'il a tout de même été largement diffusé grâce aux différents partenaires impliqués. Voilà, encore une fois, Garde, l'UTP, le Point d'accès national ont diffusé ce baromètre. Donc, il a tout de même été adressé à un nombre important d'acteurs, aussi bien publics que privés et industriels. Néanmoins, 43 réponses, c'est conséquent tout de même. On a des retours vraiment intéressants, mais ce n'est pas exhaustif et donc il ne faut pas prendre les pourcentages au pied de la lettre, hein, dans les résultats. On est plutôt sur l'indication de tendance qualitative. Ce qu'on va voir aussi, c'est que ce baromètre, comme beaucoup de baromètres et en particulier une première édition d'un baromètre de ce type-là, il a un biais de sélection. C'est-à-dire que évident qui est que ceux qui ont répondu, sont des acteurs qui avaient de l'intérêt dans les démarches de standardisation, qui peut-être s'y sentaient impliqués ou concernés. Et en tout cas, quand on regarde notamment, par exemple, la répartition territoriale, on a une répartition territoriale, intéressante dans le sens où les différents types de territoires en termes de densité, sont représentés. On a aussi bien de l'urbain que du rural. Alors si les territoires ruraux sont représentés, c'est aussi parce qu'on a des AOM régionales qui ont répondu, donc qui ont, qui sont aussi concernés aussi bien par de l'urbain que du rural ou les territoires intermédiaires. On a aussi des opérateurs, comme les opérateurs de covoiturage, et les opérateurs de transport public, qui se trouvent aussi bien en urbain qu'en rural. Donc ça, on a cette diversité. Néanmoins, on peut aussi noter, que que enfin, pour autant, les territoires urbains sont aussi très représentés, ce qui n'est pas surprenant, hein, puisqu'ils sont aussi très concernés par la mise en œuvre des standards, mais en proportion, ils sont quelque part un petit peu surreprésentés, ce qui était attendu. Heu, En termes de typologie d'acteurs aussi et de domaine d'intervention, c'est un petit peu la même chose, hein. On a, globalement des acteurs, concernés par l'ensemble des champs qu'on s'était donnés, pour ce baromètre, qui était d'ailleurs assez vaste, hein, puisque on avait différents modes de transport, mais on avait aussi des questions d'infrastructures cyclables, des questions de mobilité inclusive et solidaire. Donc on avait comme une grande diversité de thèmes. On avait aussi laissé la possibilité de s'exprimer sur d'autres thèmes qui ont été cités dans autres
de manière volontaire par les répondants, donc les gens concernés par les aires piétonnes, le transport ferroviaire, les navettes fluviales. Donc à la fois voilà, une grande diversité. À chaque fois, on ne peut pas dire que c'est entièrement représentatif en termes de poids, et cetera, mais en tout cas un panel large. Et puis toujours dans le profil des répondants, on a, une diversité de types d'acteurs. Beaucoup d'opérateurs se sont mobilisés, aussi bien des opérateurs de services, opérateurs liés à la masse, à la mobilité, par association de services et les industriels, mais aussi des opérateurs de mobilité ou des opérateurs de transport public. Et puis on a tout de même une part non négligeable d'AOM ou de syndicats mixtes d'AOM, représentés, 20. Et puis au-delà de ces acteurs, on va dire en prise directe, de manière opérationnelle, dans la mise en œuvre, des standards et normes, on a eu aussi des AMO, et cabinets de conseil ou d'ingénierie, et on a eu, d'autres acteurs plus transverses, comme le CART, comme représentant des AOM, comme Mobility Data, qui contribuent au développement de plusieurs standards comme GTFS et GPFS. Donc là aussi une assez grande diversité, sans prétendre qu'on soit sur des quotas représentatifs, mais qui permet d'avoir un bon panorama. Il nous a peut-être manqué, côté transport public. Alors on a eu un certain nombre d'opérateurs de transport public, hein, notamment Keolis qui a répondu avec plusieurs filiales locales, notamment à Lille et Tours de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises. On a Transdev qui a répondu, on n'avait pas forcément l'ensemble de la SNCF ou même le Lyon Group de Keolis, on n'avait pas forcément la RATP. Donc voilà, il y a des trous dans la vision qu'on donne dans ce baromètre, hein, de la mise en œuvre des standards, puisque voilà, on n'a pas l'exhaustivité même des acteurs les plus importants. Donc il faut quand même le prendre en compte. Avant de rentrer dans le détail des grandes questions qu'on a posées, peut-être aussi quelques éléments d'introduction additionnels sur, finalement, qu'est-ce qui faisait l'objet de ce baromètre et comment il est né? Hem, Initialement, on a lancé ce baromètre à la Fabrique des mobilités dans le cadre, des travaux, qui étaient en cours et qui se poursuivent cette année, sur, globalement les standards de la masse, aussi bien ceux sur lesquels on était impliqués que les autres standards, hein, qui sont portés par le CEN, par la FIREV, la FNMS, et tous les acteurs de l'écosystème. Et notre première préoccupation, c'était celle-ci: voilà, on a 5-6 standards en cours de développement, et finalement, quel est, le niveau de compréhension et de maturité des acteurs de ces standards? Est-ce qu'ils se sont impliqués dans la démarche? Et surtout, quelles sont les intentions de déploiement des uns et des autres autour de ces standards qui, en 2022, au moment du baromètre, étaient, en train d'être définis, en train d'être publiés pour certains, standards sur le covoiturage, des standards sur le compte mobilité standardisé, mais aussi, des standards à venir sur le transport public. Donc c'était ça la première question. Et puis, en creusant un petit peu et puis en échangeant avec les différents partenaires impliqués dans le baromètre, il y a eu l'intérêt qui est exprimé pour dire, déjà, les standards du MAS, ils se reposent sur des standards d'information voyageurs bien souvent, donc NETEC, IRI, GTFS, GBFS, voilà, et que du coup, en fait, c'est intéressant aussi il y a un lien entre les deux, c'est intéressant de comparer, la maturité, et les déploiements. Et il y a une forme de continuité entre ces différents standards. Et puis, en tirant un petit peu le fil, ou même beaucoup le fil, on est arrivé sur quelque chose qui ressemble plus aux standards de la mobilité en général et pas uniquement les standards du MAS, puisque, il a été, j'ai utile, d'intégrer aussi bien, les différents standards et schémas de données, mis en œuvre, côté, point d'accès national, et puis d'être un peu plus exhaustif sur la partie, transport public, billettique, donc d'inclure aussi les normes, existantes ou en développement, autour de la billettique, ce qui nous a donné tout de même un panel de 22 standards et normes. Alors ce qui était aussi une difficulté dans la gestion du questionnaire, et peut-être pour y répondre, hein, pour les uns et les autres, ça crée aussi une petite complexité, mais qui a permis aussi du coup, voilà, d'avoir un panorama très transverse. Heu, J'en reviendrai peut-être en conclusion sur voilà, un résumé des principales conclusions que vous trouvez dans le document, et ce que je vous propose là, c'est de rentrer, un petit peu dans les 4-5 grandes questions qu'on a posées. Pour rappel, hein, les questions qu'on a posées, donc c'était progressif, hein, c'était d'abord le niveau de connaissance, des différents standards, pris en compte. Est-ce que vous les connaissez tout simplement? Est-ce que vous avez l'impression de les comprendre? Hem
quelle est votre maturité et la maturité de votre organisation par rapport à ce standard? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a un niveau de conviction des décideurs pour mettre en œuvre ce standard? Est-ce qu'en termes de déploiement, comment vous vous situez en termes de maturité en tant qu'organisation? Ensuite, on avait une troisième question qui était vraiment sur le processus de standardisation, de normalisation. Comment vous le percevez? Est-ce que vous avez le bon niveau d'information? Est-ce que les outils mis à disposition répondent aux besoins? L'accompagnement autour de ces standards, est-ce qu'il y a une adéquation aussi entre ces standards et les besoins métiers? Alors à chaque fois, en fait, c'était une seule question qui englobait toutes ces dimensions-là, hein, donc c'est assez large. Et puis, la dernière question qui était, nous, la question essentielle, en tout cas pour le standard du MAS, c'était mais finalement, comment vous positionnez par rapport à ce processus et par rapport à ce déploiement? Et en gros, est-ce que vous allez le déployer à quelle échéance? Alors soit vous l'avez déjà déployé et c'est le cas pour beaucoup de standards existants. Est-ce que vous envisagez de le déployer à court terme, d'ici 2023? Est-ce que c'est à moyen terme, 2024? Est-ce que c'est au-delà? Ou est-ce que vous pensez juste ne pas vous positionner sur un standard comme celui-ci? Et ça, c'était quelque part la question clé qui, du coup, qui sera la dernière qu'on pourra traiter, ensemble. La première question donc qui est très globale, hein, sur le niveau de connaissance et de compréhension des différents standards. Alors, grande diversité de standards, des standards qui sont là depuis 15 ans, pour certains qui étaient à peine publiés, donc forcément, très grande hétérogénéité. On a essayé de représenter, aussi bien la répartition de très faible à très bon dans les réponses. Ça, c'est le code couleur, la gamme de couleurs de rouge. Et puis, une note moyenne, hein, qui est obtenue en fait, hein, donc en convertissant de 1 à 5 le très faible à très bon, donc 5 étant, la meilleure connaissance et 1 la plus faible, et de permettre une comparaison plus aisée, entre différents standards, pour monter un premier niveau de compréhension. Alors on peut noter déjà qu'il y a un faible niveau de connaissance de certains standards. C'est en particulier, des standards qui étaient, heu, pas encore publiés tout simplement, au moment du baromètre, comme le standard stationnement ou le standard sur les IRV, qui en fait, je pense est très connu des acteurs, des infrastructures de recharge, mais peu connu des acteurs du MAS qui l'utilisent encore, très peu, comme on va le voir après. Aussi un standard comme Tomp API, qui, en fait, depuis a fait l'objet d'une adoption en France et on prépare l'adoption en France, mais au moment du baromètre, au début de l'été, on n'en était pas là, même dans les groupes de travail, sur les nouvelles mobilités qui, plus tard, sont positionnés sur ton papier. Donc forcément, un faible niveau de connaissance, pour les acteurs. C'est aussi le cas de certains schémas de données, du point d'accès national. Voilà, certains sont assez bien connus, compris comme les lieux de covoiturage. D'autres sont plus peut-être confidentiels ou en tout cas, voilà, moins bien appréhendés. Et puis c'est le cas aussi globalement des normes de billettique, hein, en règle générale, heu, qui sont, pas extrêmement bien identifiées ou comprises, par ceux bien sûr qui se sentaient concernés, hein. Donc, il faut quand même noter qu'à chaque fois, on arrive à 100 parce que tous ceux qui ont répondu qui n'étaient pas concernés ou qui n'avaient pas d'avis sur le sujet, du coup sont exclus là du diagramme, pour une bonne représentation. Voilà, on a des standards qui sont déjà, bien connus, bien identifiés, notamment sur la partie masse, et ça nous a aussi un petit peu surpris. C'est que finalement les démarches sur les nouvelles le standard, gros standard sur les nouvelles mobilités, mais aussi celui sur le covoiturage, sur le compte mobilité standardisé, bien qu'ayant à peine publié leurs travaux, ou pas encore totalement, étaient déjà bien, enfin en tout cas les répondants ont considéré qu'ils avaient déjà une bonne connaissance du contenu de ces travaux. Donc ce qui est aussi une bonne nouvelle, hein, pour, on va dire, l'ensemble du processus de standardisation autour des masses. Et puis sans surprise, on a des standards, très présents et très connus, déjà déployés. Alors c'est globalement le cas de l'ensemble des standards sur l'information voyageur, aussi bien, les normes européennes, ETEX, SIRI, mais aussi beaucoup, GTFS et GBFS qui sont les plus connus. Alors GTFS parce que, voilà, il y a aussi cette antériorité et cette utilisation, par presque l'ensemble des acteurs, qui fait que, c'est quelque part, en tout cas une référence en termes de compréhension et d'identification par les acteurs. Heu, donc voilà sur le niveau de connaissance. 2e sujet qui a été abordé, hein, qui est en lien, forcément, c'est le niveau de maturité des organisations. Donc est-ce qu'on connaît un standard, mais est-ce qu'on considère qu'on comprend bien
est-ce qu'on a une, c'est pas est-ce que c'est une, il y a le répondant, qui s'exprimait: «Est-ce que vous le comprenez vous-même?» mais en fait, au nom de son organisation, est-ce que c'est juste vous, une personne dans l'organisation qui comprenait le standard et ce qui s'y passe? Ou est-ce que c'est, partagé à l'échelle de l'organisation, que vous soyez un opérateur, un industriel, ou une AOM, globalement? Et là, les conclusions qu'on a, alors elles sont un petit peu en parallèle des précédentes, mais on peut, rentrer un petit peu dans le détail. Donc on retrouve, hein, des choses qui sont, peu matures, donc ton PAPI, hein, qui n'était pas, était non plus connu en France, à l'époque. D'ailleurs, ton PAPI est mature dans d'autres pays auprès de d'autres acteurs, qui l'utilisent. On a aussi quelques acteurs en France, qui se considèrent matures dessus, en général parce qu'ils ont ces acteurs qui ont une envergure européenne, des opérateurs de mobilité, par exemple autour des trottinettes ou des vélos libre-service, qui sont présents dans d'autres pays, donc qui parfois mettent déjà en œuvre le standard ou en tout cas le connaissent justement à cause de sa dimension, on va dire, européenne. Mais sinon assez peu, mature, en France. Je pense que ça a évolué, hein, depuis 6-9 mois, puisqu'on a eu pas mal de travaux dessus. Covoiturage, compte mobilité, perçu comme étant, mature, ou en tout alors, covoiturage, ça peut s'expliquer par le fait que les acteurs du covoiturage ont été très impliqués dans la définition du standard et c'est un écosystème plus réduit, hein, c'est 7-8 acteurs, se sont tous positionnés, pour, l'adoption rapide du standard, donc se considèrent assez matures sur ce standard-là. Sur les nouvelles mobilités, et sur CMS, alors on a peut-être un biais de sélection, c'est-à-dire que peut-être que beaucoup de répondants, faisaient partie du groupe de travail et donc à ce titre-là, sont déjà engagés en tant qu'organisation et c'est tant mieux, mais bien sûr, ça ne représente pas forcément, l'ensemble de l'écosystème. Quand on passe sur les schémas de données, et sur l'information voyageur, globalement, on retrouve que l'information voyageur, atteint une certaine maturité, hein. La plupart des acteurs, considèrent que l'organisation est mature, aussi bien, sur Netex, sur Ciri, mais aussi sur CGTFS et GBFS, par ailleurs. Heu, du côté des schémas de données du point d'accès national, on retrouve avec, voilà, le niveau de connaissance, il y a des acteurs qui les connaissent, qui considèrent matures et qui, on verra après aussi, les déploient. Mais la maturité, globale est plus faible, pour l'instant, sur ces schémas de données qui restent aussi assez récents. Et puis, sur la partie, heu, biéthique, on approfondira après dans la partie déploiement. En fait, on a, quelque chose une maturité qui est, on va dire, assez, modérée et surtout assez hétérogène. On le voit dans le code couleur, hein, on a un certain nombre d'acteurs qui considèrent qu'ils sont très matures, les choses sont très claires pour eux. Mais on a aussi une part des répondants, qui, soit se sentent pas très concernés ou se sentent éloignés, en fait, de ces normes. Hem, il faut aussi quand même signaler, peut-être que toujours dans le biais de sélection, le fait d'avoir un seul baromètre qui couvre une très, très grande diversité de sujets techniques, fait que, pour certaines organisations, notamment côté AOM ou pour un opérateur de transport, peut être concerné par l'ensemble des modes de transport concernés, et du coup par l'ensemble des standards. Ce qui s'est produit parfois, c'est que la personne qui a répondu au baromètre peut aussi, par exemple, je sais pas, bien connaître le sujet masse, moins connaître certains sujets, de biéthique ou des sujets d'infrastructure, et du coup, pas être en mesure de donner on va dire, pour son organisation, l'ensemble de la photographie. Donc c'est aussi, ça peut être aussi une difficulté, qui a une influence sur les résultats. Hem, 3e question, le sujet du niveau de satisfaction par rapport au processus. Alors là, on a conservé ceux qui n'avaient pas d'avis, qui était une réponse possible, donc qui est en gris. Heu et c'est une question qui, parmi les partenaires là, du baromètre, était jugée assez importante pour essayer de comprendre et on pourra en discuter aussi, en 2e partie. Et c'est finalement de comprendre, ce qui est fait aujourd'hui, des démarches, parfois ancrées, enfin, dans la durée, qui existent depuis très longtemps, d'autres très récentes, et est-ce qu'elles apportent satisfaction ou pas? Et sur quels aspects? Alors là, on a aussi exploité un certain nombre de verbatim, ensuite, dans les réponses. Mais voilà, qu'est-ce qui marche moins bien? Sur quoi mettre l'accent aussi pour la suite? Et le baromètre donne, une note. On posait déjà beaucoup de questions, donc on n'a pas non plus des verbatim extrêmement, détaillés, et on a
pas creuser tout en détail, voilà, mais donc on a juste une note, donc ça donne on va dire un thermomètre, hein, un baromètre. Maintenant, l'intérêt, c'est aussi de le creuser ensemble et d'échanger dessus. Ce qui ressort, c'est que finalement, déjà au global, voilà, pour la plupart des standards, il y a un certain niveau de satisfaction qui est exprimé. Alors, on retrouve, certains processus de standardisation qui sont, vraiment, populaires. Alors, non seulement GTFS, GBFS, des marges de standardisation ouvertes, qui sont, reconnues, mais aussi, sur les aménagements et stationnements cyclables, sur le standard covoiturage, qui ont vraiment un haut niveau de satisfaction. Heu, de manière attendue, quelque part, les schémas les standards les moins connus, bah, font l'objet de plus de doutes sur le processus et la méthode. Alors c'est peut-être, il y a un lien, qu'est-ce qui cause enfin, où est la relation causale? On peut aussi en discuter, hein. Est-ce qu'ils sont peu connus parce que les gens ne sont pas satisfaits, ou c'est parce que c'est comme ils sont pas connus, les gens sont peut-être, moins contents du processus qu'ils ne connaissent pas. Enfin voilà, donc ça, on peut aussi le creuser. Hem mais globalement, voilà, il y a comme un assez bon niveau de satisfaction. Et ce qui était important, nous, à nos yeux, c'était de se dire: «Mais finalement, sur la partie masse, en cours, finalement, est-ce que globalement, que ce soit des GT, on est impliqué, nous, Fabrion UT, mais aussi les autres GT, enfin, l'ensemble des GT pilotés par le GART et la DGITM, est-ce que finalement, voilà, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des représentations, sur la méthode, à envisager et sur le soutien?» Donc ça, c'est une question, je pense, sur laquelle on peut revenir ensemble, derrière. Et puis la dernière question avant de vous, donner la parole, c'est le positionnement par rapport à l'ensemble du processus et du processus et surtout du déploiement de ces standards. C'est-à-dire, où en êtes-vous, hein? Est-ce que vous êtes déjà compatible avec ces standards? Vous l'avez déjà adopté dans votre produit, dans vos projets? Est-ce que c'est du futur proche, c'est-à-dire 2022-2023? Donc quasiment déjà fait, probablement déjà planifié. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'intention, mais après 2023? Donc c'est à la fois une manière de dire: «Oui, on adhère aux standards ou en tout cas, on sait qu'on va le déployer, mais on n'est pas capable de dire vraiment quand, au-delà de 2023». Ou alors carrément pas de soutien aux standards, et alors pour des raisons que du coup on ne connaît pas forcément dans le détail, ça va pas forcément être explicité en commentaire, mais aussi en tout cas permettre d'identifier, dans quel cas il y a peut-être un manque de consensus. Heu, donc bah, il y a des standards, hein, pour le coup qui sont, vraiment largement adoptés, hein, l'information voyageur encore une fois, on est sur une phase de maturité, alors encore une fois malgré tout avec des acteurs qui répondent au baromètre qui sont probablement parmi les plus matures. Donc on sait bien que sur le déploiement même des standards d'information voyageurs, il y a encore des difficultés sur le terrain, pour des AOM, pour des opérateurs qui ont moins de capacité. Mais globalement, on a un déploiement aussi bien, donc de GTFS, de GBFS, mais aussi des normes européennes, progressivement, NETEC, SIRI, qui se fait et on le voit dans les barres de couleurs, hein, c'est soit déjà fait, soit en cours quelque part, dans les projets. Heu, les standards de la masse, au final, ont une grande intention de déploiement, mais ce qu'on peut constater, c'est que, dans beaucoup de cas, c'est reporté à plus tard. Donc on n'a pas vraiment eu de répondants qui nous disaient: «Non, je ne veux pas déployer ce standard, je ne suis pas intéressé». Par contre, bah, une grande part, souvent la moitié, on dit: «Bah, ce sera après 2023». Bah, sous-entendu, c'est pas dans ma roadmap produit actuel ou pas dans le court terme. On a quand même à chaque fois un socle, en tout cas sur certains standards comme covoiturage, nouvelle mobilité, aussi sur ton PAPI, un socle quand même d'acteurs qui disent: «Je vais le faire bientôt» ou «Je l'ai déjà fait». Donc ça, c'est aussi positif, mais heu, il y a un besoin identifié, du coup, sur l'année 2023, de peut-être, voilà, de créer les premières preuves de déploiement avec ceux qui sont prêts à le faire et qui l'ont manifesté là, pour pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs qui sont confiants dans le processus, qui ont envie d'en être et qui, en fait, globalement, attendent des opportunités projets pour mettre en œuvre le standard, pour le justifier. Heu et sur la bioéthique, on a au contraire quelque chose d'assez spécial, c'est qu'on a, globalement à chaque fois un peu une division entre, soit il est déjà adopté ou alors en train de l'être à très court terme, ou alors on a une partie des gens qui disent, bah, on va pas l'adopter ou alors à assez long terme.
c'est-à-dire au-delà de 2023. Et le clivage, vous voyez dans les couleurs, hein, est assez frappant et peut-être, assez différent, de ce qu'on peut avoir sur les autres types de schémas. C'est même différent des schémas de données du point d'accès national, où là on est sur, plutôt une adoption progressive. On a vu qu'il y avait parfois une méconnaissance de certains de ces standards qui du coup qui aboutit au fait que les gens disent: «Bah, on le fera un jour», mais assez peu d'acteurs ont répondu qu'ils ne voulaient pas les mettre en œuvre. Alors que ouais, sur la billettique, c'est les choses sont un peu moins, enfin sont plus tranchées du coup, et plus contrastées, quoi. Heu La liste des répondants, ça vous l'avez dans le document. Pour terminer, peut-être de quelques conclusions de nous. Alors je ne sais pas si c'est des conclusions, mais en tout cas c'est plutôt voilà, une synthèse de ce qu'on en a, compris et avec aussi les contributions d'ailleurs, bah, des autres partenaires du baromètre puisqu'on s'est un petit peu synchronisés. Et je les laisserai d'ailleurs, réagir et compléter peut-être, avec leurs propres, enfin analyse et notamment les éléments clés que vous en retenez, en termes d'enseignement. Heu, Nous, on a constaté que les compétences autour du MAS, du numérique, et ben, elles sont souvent, émiettées, puisque là, on a une très grande diversité de sujets et nous, on a eu des retours aussi qualitatifs, parfois de gens qui nous disaient: «Ouh là, attendez, pour répondre à votre baromètre, je vais devoir solliciter 4 personnes en interne». Donc il y a pas forcément, quelqu'un qui a une vision, globale de tous les standards techniques parce que ça couvre une très grande gamme de sujets. Heu, on a parfois aussi, heu, un manque de connaissances, hein, donc de certains standards. Ça, on l'a déjà dit, plusieurs fois. Alors ça peut être dû à des choses qui sont très émergentes comme le standard, stationnement ou les standards du MAS qui sont, bah, au tout début de leur vie. Hem Et puis, on a, ce qui est ressorti des dernières questions et qui ressort aussi de Verbatim, c'est le besoin qu'il y ait une dynamique globale, que la dynamique globale commune d'adoption, elle soit claire. Donc pour nous, le baromètre, c'était aussi une première brique de, est-ce qu'on peut partager l'information sur les intentions des uns et des autres? Est-ce que c'est possible de rendre visible le fait que, bah, il y a des intentions de déploiement? Donc, bah, par exemple, sur un standard très émergent, même comme, nouvelle mobilité, heu, tout tout le monde, manifeste son intention de déployer et il y a déjà des acteurs, publics comme privés, si on peut rentrer dans le détail, qui manifestent leur intérêt, de déployer ce standard. Sur le covoiturage, c'est peut-être assez fort, comme exemple parce que, si vous êtes une AOM, ici présente, sachez qu'aujourd'hui, tous les acteurs importants du covoiturage, de petite comme de grande taille, sont, engagés sur le standard covoiturage et ont déjà commencé à le déployer ou l'auront déployé d'ici quelques semaines. Ça, c'est un élément important parce que vous savez que dans un cahier des charges, dans un dispositif de financement du covoiturage, vous pouvez exiger ce standard puisque les opérateurs de covoiturage, et on le voit ici, ils ont répondu, ils sont engagés officiellement dans la mise en œuvre du standard. Donc ça, je pense, c'est le type d'information, qui est utile dans un baromètre. Et on peut avoir le même raisonnement sur les différents, standards, permettre rendre visible une dynamique, commune d'adoption et éventuellement, justement identifier aussi les points faibles pour pouvoir les corriger, dans cette dynamique. Et en tout cas, c'est un besoin qui est exprimé par les acteurs, de voir la dynamique puisque si vous êtes un industriel, bah, vous allez adopter un standard si vous savez que vos clients vont vous le demander, vous le demandent. Si vous êtes un prescripteur, un donneur d'ordre, bah, vous allez mettre dans votre cahier des charges l'adoption d'un standard si vous avez une perception de maturité des opérateurs et des industriels. Et puis si aussi vous avez, une perception du soutien, européen et national, sur ces standards, c'est aussi un point sur lequel on peut revenir. Voilà. Voilà de notre côté, les principales, choses qu'on retient. Vous verrez dans le document, que vous avez peut-être commencé à lire, qu'il y a d'autres, voilà, d'autres conclusions, peut-être certaines, qui vont être mises en avant par nos confrères et consoeurs. Si vous voulez, peut-être prendre la parole. Alors, je regarde dans les participants, je sais que la LGTM est bien représentée, et je ne sais plus si, pour côté point d'accès national, on a du monde aussi. Mais n'hésitez pas à prendre, peut-être la parole, pour partager, voilà, peut-être quelques premières, remarques et analyses complémentaires, soit Mélanie ou Jean, par exemple. Et puis aussi Sigrid, n'hésite pas, hein, pour l'UTP, je vois que tu es connecté. Et puis dans un second temps, on peut ouvrir les questions peut-être déjà dans le chat, je crois qu'il y a déjà quelques questions qui ont commencé à être posées.
on prend les questions au fil de l'eau, on ouvre un peu le débat. Est-ce que d'abord, voilà, côté Sigrid ou Mélanie, vous voulez un peu compléter le panorama? Sinon, on va commencer par les questions de Mathieu et de Jean-Philippe. Ouais, peut-être, du coup, non, mais bonjour à tous. Peut-être, oui, préciser que le baromètre a été fait cet été et que depuis, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu, enfin voilà, encore une fois, de l'adoption un peu plus en détail de certains standards, d'autres qui, au final, ont montré que bon, ils ne correspondaient pas totalement à nos espérances, etc. Donc voilà, je pense que ce qui est utile aussi, c'est de se dire, il y aura sûrement une V2 cette année, et donc qu'est-ce qui serait judicieux à mettre dans cette V2, comment, enfin, typiquement, oui, avoir votre ressource sur quels ont été les freins pour vous, pour répondre à ce questionnaire, ou qu'est-ce qu'il a manqué, etc. Enfin, en tout cas, on est preneur de vos retours, et puis voilà, on verra ce qu'apporte cette nouvelle version. Merci Mélanie. Il y a Nicolas qui a levé la main et puis après, bien sûr, on reprend les questions de Jean-Philippe et de Mathieu. Ne vous inquiétez pas, elles sont gravées dans le marbre, puisque c'est dans le chat. Vas-y Nicolas. Merci pour ce Est-ce que travail. questions courtes et concises, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Moi, c'était plus une remarque très rapide. C'est pas un et merci étonnement d'avoir que... répondu d'ailleurs. Je t'en prie. C'est pas un étonnement que GTFS soit bien assimilé. C'est lié à la praticité du standard. Et puis en plus, il faut oublier que de toute façon, c'est le TC, c'est la colonne vertébrale du MAS. Et donc les exploitants, la plupart des exploitants maîtrisent ce standard. Le deuxième truc que je remarque, c'est sur le niveau de maturité concernant certains standards. Et ce qui a éveillé mon attention, c'est le standard sur les aménagements cyclables. Avec du recul, moi, ça ne m'étonne pas trop, spécifiquement sur ce standard, parce que c'est un standard qui se base et qui s'appuie de façon très très forte sur le fileur de voie. Et il y a la problématique de gestion patrimoniale qui en découle. Donc, c'est plus une question organisationnelle de gestion des ressources au sein des collectivités qui sont à travailler sur ce standard, qui ont du mal à le produire, et aussi à se positionner vis-à-vis d'acteurs collaboratifs tels que OSM. Mon autre remarque sur notre standard, c'est les lieux de covoiturage. Les lieux de covoiturage, c'est tout ce qui est la difficulté de quel est l'acteur qui doit mettre au standard sur ces lieux de covoiturage. Est-ce que c'est à l'échelle de l'AO? Est-ce que c'est à l'échelle du SCOT? Est-ce que c'est à l'échelle du département? Donc, c'est plus des problématiques institutionnelles pour rassembler à l'échelle d'un territoire la mise au standard de ces données pour les intégrer au sein de la base nationale. Voilà, c'était mes premières remarques qui sont assez standards suite à l'enquête. Merci beaucoup Nicolas, c'est très clair. On prend des notes, de toute façon on enregistre, mais on va aussi prendre des notes de tout ça pour que ça puisse être repartagé entre nous, ces différents commentaires. Je veux bien, Jean-Philippe, que tu précises ton commentaire sur l'inversion des légendes d'appréciation et d'adoption des standards. Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi la difficulté. Mais c'est peut-être juste un problème de compréhension. Quand je vois ce qui a marqué, je vois par exemple le GTFS, on est à quasiment 100%, oui. Où on peut prendre celui-là, sur la partie verte. Et donc on est dans du vert clair, et quand je dis vert clair, il y a marqué pas de soutien au standard, ne prévoit pas de l'implémenter. Ça représente un pouillem, c'est tout en haut là, le vert très clair. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une logique sur GTGFS on est plutôt dans mon produit compatible. L'essentiel des gens. Exactement, mais en fait, c'est la barre vert foncé. Donc, il y a 70% des acteurs qui sont compatibles GTFS. Tu en as, je sais pas quoi, 10% là en 2022, donc c'est censé être fait. Et tu en as quelques-uns qui prévoient d'être compatibles prochainement. Et tu as un pouillem de pourcent qui dit non, mais nous, on considère qu'on ne veut pas l'implémenter. C'est probablement des gens qui sont passés peut-être en full Ce qui me portait confusion, c'est que la moyenne, du coup, portée sur la partie vert clair, quand tu vois le chemin de la moyenne. La moyenne, c'est 4,5 sur 5. Oui, la moyenne, elle est représentée par la courbe
Jean-Philippe. D'accord. Ouais, C'est marqué dans ouais, la c'est ce que légende j'allais juste en dire. Très dessous. clair. Voilà. Et elle est effectivement, elle va pour des raisons de visualisation, elle est graphiquement de 2 à 4,5, mais effectivement, elle a été calculée de 0 à 5. Parfait. Mm. Je pense qu'il serait intéressant également, ce qui m'intéresserait, moi, en tant que, je dirais, contributeur aux actions de normalisation, c'est de comprendre ce que disait Mélanie, les freins qu'ont certains acteurs pour implémenter la norme. Est-ce que c'est des freins parce qu'il n'y a pas de sujet pour eux, parce qu'on ne donne pas les outils, sachant que en normalisation, on fait une partie du travail. Si je prends par exemple la partie communication terminal objet sans contact, la normalisation définit des spécifications, des plans de test, tout ce qui est certification qui permet justement qui fait partie de la boîte à outils, qui permet justement de s'assurer qu'un fabricant de produits est compatible et respecte ces normes. Ce n'est pas des actions de normalisation. Cette application, elle vient dans une initiative à part. Donc, je pense que ça serait peut-être intéressant, si vous renouvelez l'expérience, au-delà de la maturité, de la compréhension, c'est aussi d'avoir des éléments qui peuvent nous aider, nous aussi, côté acteurs de la normalisation, à améliorer les outils qu'on fournit. Je pense qu'il y a un travail qualitatif nécessaire, alors qui aussi nécessite de se concentrer sur certains standards ou normes, puisque on voit disons, quand on pose aux gens 122 qui n'ont normes, pas d'adoption ou pour lesquels il n'y a pas mais c'est un travail d'intérêt marqué des acteurs, comprendre le pourquoi. Exactement, ouais, tout à fait. D'ailleurs, on peut commencer aussi déjà aujourd'hui avec les quelques, on a quand même 45 participants, c'est déjà un premier panel. Est-ce que Mathieu, tu veux peut-être reprendre justement ta piste de réflexion sur les standards billettiques et justement la différence d'approche, donc carte centrique et serveur centrique, qui peut expliquer peut-être effectivement la situation? Je ne sais pas si tu es connecté. Oui, bien sûr. Merci. C'était, oui, en réaction à ce que tu exposais par rapport justement à l'adoption des normes qui sont citées, que ce soit Intercode, Intertic ou la 99-502. Donc là aussi, d'ailleurs, en passant, on voit qu'on a peut-être aussi un déficit de communication, parce que voilà, d'aller dire, bon, vous connaissez la 99-502, vous l'appliquez, c'est peut-être pas forcément le plus parlant aux différents intervenants. C'est l'occasion d'ailleurs de mentionner que pour faire le baromètre sur cette partie-là, mais du coup on l'a fait pour tous, à chaque fois on a dû mettre effectivement un lien vers la source de c'est quoi Interbob, mais c'est quoi le standard covoiturage aussi. Ce qui était d'ailleurs un gros effort de préparation d'augmenter les 22 standards pour que on arrive à peu près à expliquer aux gens sur quoi on les interroge, tout simplement. C'est un point. Et du coup, oui, la réflexion, c'était de dire ces normes-là que je viens de citer, elles s'appliquent dans le contexte des systèmes billettiques, donc carte centrique. Et on sait que il y a aussi toute une technologie serveur centrique proposée par un certain nombre d'acteurs billettiques. Et du coup, ne connaissant pas nécessairement la typologie des répondants, je me dis que ça peut expliquer aussi que justement, il y a une certaine partie des répondants se disant concernés par la billettique qui auraient pu répondre justement qu'ils n'appliqueront pas ces standards-là, qui ne prévoient pas de les mettre en application, parce que étant orientés serveur-centrique, ils sont non concernés, en fait, c'est ça, quelque part. C'est quelque part, même leur réponse est peut-être incorrecte, ça aurait peut-être dû plutôt dire qu'ils étaient non concernés que simplement, mais voilà, c'est la subtilité du... En tout cas, voilà, c'était une piste. Je ne sais pas si justement il y a des répondants à présent qui ont pu donner ce type de réponse. Oui, c'est peut-être aussi l'occasion de mentionner que donc, on a des résultats détaillés qui ont été partagés déjà entre partenaires, l'ensemble des réponses, donc qui permet d'avoir aussi un niveau d'analyse un peu plus fin, de se demander effectivement sur tel standard qui a répondu quoi, alors qui du coup quand même n'est pas publié tel quel. En revanche, s'il y a de l'intérêt de tel ou tel acteur pour mieux comprendre les réponses, on peut, voilà, vous pouvez prendre contact. Nous, on diffusera pas le fichier nominatif, mais par contre, on peut, sur un aspect non nominatif, on peut diffuser
justement les résultats plus détaillés, plus proches du brut, pour ceux qui veulent justement creuser. D'ailleurs, je suis pas responsable d'un GT sur tel groupe de travail, enfin mieux comprendre ce qu'il en est en vue de creuser. Enfin voilà, on peut c'est l'idée du côté baromètre de pouvoir creuser les en choses. tant qu'animateur du GT d'Interbob, très preneur, effectivement. Oui, bah à voilà, puis minima en plus, tu vois, côté avec Jean, vous pouvez échanger dessus. Enfin, Jean a le fichier source normalement avec Mélanie, donc il ne faut pas hésiter à en faire bon usage dans le respect du RGPD évidemment. A priori, il n'y a pas de souci parce que j'ai un fichier de traitement qui est déjà anonymisé. Ah oui, nous on a fait, ça j'avais un petit doute. Alors, je ne voulais pas m'engager à publier Non. le fichier de traitement anonymisé parce qu'on a vu cette discussion de est-ce qu'on a la version vraiment totalement anonymisée sans effort. Mais du coup, à ce moment-là, elle peut être partagée à tous ceux qui nous le demandent par Oui. email. Où vous avez les statuts, vous savez, est-ce que c'est une AOM, est-ce que c'est un opérateur, est-ce que c'est un bureau d'études qui a répondu, et qu'est-ce qu'il a répondu. Du coup, vous avez la réponse à chaque question et les traitements associés, les graphiques aussi en version Excel ou Google Sheet. Donc voilà, ça, on peut tout à fait vous nous envoyer un email à Julie ou à moi et on vous fait parvenir les données pour pouvoir approfondir. Peut-être ouvrir, voilà, il nous reste 10-15 minutes, ouvrir là, justement la discussion, comme les uns et les autres l'ont suggéré, vraiment sur soit que vous ayez répondu ou que vous n'ayez pas répondu, mais vous répondrez certainement à la deuxième édition, mais qu'en tout cas vous soyez concerné sur voilà, notamment sur la question du processus de standardisation, les outils, le support qu'il peut y avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui est satisfaisant et peut-être même que pour vous constitue une bonne pratique ou des choses de référence? Qu'est-ce qui au contraire, où est-ce que le bas blesse? Où est-ce qu'il y a des difficultés à vos yeux? On ne va pas être exhaustif ce matin, mais on peut déjà commencer à défricher le sujet de manière qualitative, comme ça a été suggéré. Alors, il y a d'ailleurs un commentaire sur le sujet, peut-être, un long commentaire d'Emmanuel de Verdal, d'IT for Pity. D'ailleurs, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. On va bien sûr reprendre le commentaire. Il y en a deux. Oui, merci Lucien. Peut-être je peux le commenter par oral, ce sera Oui. plus simple. Il y avait deux commentaires, mais merci encore. Hein. C'est déjà pour la restitution, c'est très intéressant et utile évidemment. Le premier commentaire faisait écho effectivement au constat de manque de visibilité, de communication et de support autour, j'appelle ça l'écosystème transmodèle, donc tout ce qui concerne les normes européennes qui sont référencées dans le règlement délégué MMTIS. C'est un constat évidemment que je partage au même titre que beaucoup d'autres acteurs. Et mon commentaire visait simplement en fait à rappeler que depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a un certain nombre en fait d'actions qui ont été prises et qui visent justement à combler disons cette anomalie pour justement accompagner les parties prenantes autour de l'adoption et de l'implémentation de ces normes. Parce que finalement, ces normes existent, il y a beaucoup de production au niveau européen autour de ces normes, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de support, alors, autant de la formation, des ateliers que des outils techniques. Mais voilà, depuis, disons, début 2022, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, entre autres le projet Data for Pity que j'évoque dans le commentaire, qui vise justement au travers d'équipes d'experts européens, mais en particulier un certain nombre de francophones, de permettre d'accompagner les différents acteurs de l'écosystème dans l'adoption de ces normes, aussi bien d'un point de vue vraiment purement de formation que du support vraiment très technique sur l'implémentation des normes. Ça passe aussi par des outillages. Il y a un outil de validation aujourd'hui qui existe déjà sur les jeux de données NetEx, par exemple, pour valider la conformité des jeux de données avec le standard et la cohérence des données. Ce n'est pas simplement de la conformité technique, c'est aussi de la cohérence qui rejoint le sujet de la qualité de la donnée. Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère que dans un prochain baromètre, on puisse voir les courbes peut-être évoluer positivement sur le retour d'expérience de ces normes européennes. Le deuxième commentaire, qui peut paraître anecdotique, mais je pense qu'il est assez fondamental, c'est sur la sémantique de ce qu'est un standard.
Parce que là, finalement, on parle des standards en règle générale, où finalement toutes les spécifications techniques ou formats d'échange sont mis au même niveau de ce point de vue sémantique. Pour autant, il faut peut-être rappeler ce qu'est un standard, quels sont les organismes aujourd'hui qui sont reconnus pour spécifier des standards. Derrière, en fait, l'enjeu, voilà, c'est vraiment l'approche de la gouvernance, c'est-à-dire qui spécifie, qui maintient, qui contrôle ces standards. Et ça, c'est essentiel pour garantir une pérennité de ces formats d'échange et éviter, comme on voit aujourd'hui, d'ailleurs, une multitude finalement de spécifications techniques qui émergent pour un certain nombre de besoins absolument pertinent et acceptable, mais voilà, il y a un besoin à un moment donné, c'est tout l'enjeu du process de standardisation, d'harmoniser ces formats d'échange de manière à garantir d'une part une interopérabilité et d'autre part une implémentation plus simple et harmonisée des formats d'échange. Merci Milieu. D'ailleurs, sur ce deuxième point, c'est peut-être l'occasion de préciser, en tout cas que même dans le cas du baromètre, on a utilisé les termes du coup de normes et de standards. Les normes pour faire référence à ce qui relève d'un livre de normalisation, donc principalement le CEN pour ce qui concerne notre sujet, ou CENAFNER en tout cas au niveau français, pour l'essentiel, et on a parlé de standards pour les autres démarches. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont en général des démarches de standardisation ouverte qui répondent aux critères d'une standardisation ouverte et qui, en termes de gouvernance, du coup, effectivement, ont des gouvernances souvent très différentes des gouvernances de la normalisation que tu as redécrite de manière assez claire. Sur les standards ouverts, et notamment sur le MAS, donc on est sur des principes de standardisation ouverts, donc en termes de publication, d'implication des acteurs, de contribution. Ils ont des documents de gouvernance qui reprennent ces principes-là, qui sont effectivement assez différents de la normalisation. On a des choses qui peuvent être différentes selon les standards, puisque quand le standard, par exemple, sur le stationnement, il est porté par la FNMS, la Fédération du stationnement, donc pas forcément avec la même manière de travailler que ce qui peut être fait sur le point d'accès national, qui sollicite l'écosystème pour travailler des schémas de données. Donc, il y a des différences, et dans le monde des standards, il y a clairement beaucoup plus, une assez grande diversité de processus. Je vous ai remis d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ce type de distinction, mais en tout cas le travail qu'on avait fait fin 2021, début 2022, sur les différentes approches de gouvernance dans les normes et les standards, et notamment les approches culturelles ou d'écosystèmes, qu'il peut y avoir les différences. Voilà, je pense qu'on va peut-être pas y passer beaucoup plus de temps aujourd'hui, mais c'est un sujet passionnant par ailleurs, et qui, de fait, a un impact aussi opérationnel sur la manière de travailler, d'accompagner, et comment on peut aussi rapprocher. On a un certain nombre de normes qui sont issues de standards ouverts initialement, par exemple. On a parfois des choses qui coexistent. Voilà. Donc, en tout cas, ça fait partie de la complexité, effectivement, du sujet de prendre en compte ces différents types de gouvernance et de les rapprocher lorsque c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, suggestions sur sur ce qui constitue des bons points de tel ou tel standard ou norme dans sa manière de travailler, d'accompagner les acteurs, sur des points de vigilance ou d'amélioration que vous identifiez dans tel ou tel processus qu'on pourrait prendre en compte? Alors, on a une question de Laurent sur le côté AOM, à la fois la maturité et l'intérêt pour mettre des standards dans les cahiers des charges. Alors, on n'a pas sorti un focus AOM dans les réponses, dans les visuels, mais pour ceux qui voudront aller voir dans les données, il y a la possibilité de faire ça et de se faire une idée. Globalement, ce qu'on s'était noté, nous, c'était que déjà, il peut y avoir une assez grande hétérogénéité. Globalement, il y a de l'intérêt pour adopter des standards et des normes, ça de manière générale. Le questionnement qu'il y a souvent, c'est justement est-ce qu'il y a suffisamment de maturité des industriels et des opérateurs pour que je puisse leur demander ça?
Donc ça, c'est des choses qu'on a à la fois dans le baromètre, dans les réponses, mais aussi qu'on a de notre expérience d'échanger avec un certain nombre d'AOM sur ces thèmes-là, hein. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Avant de mettre un standard, de le demander dans un cahier des charges, il y a vraiment ce besoin de savoir s'il va être pérenne. Ça rejoint aussi le point d'Emmanuel tout à l'heure, hein. Est-ce que c'est dans la durée, c'est quelque chose sur lequel je peux compter? Parce qu'en plus, souvent, les services de mobilité, les contrats sont voilà, sur 6 ans, 8 ans, enfin, c'est dans la durée. Et puis, est-ce que je vais avoir du répondant en face ou est-ce qu'au contraire, ça va limiter le nombre d'offres qualitatives que je vais avoir sur mon appel d'offres, quoi. Donc ça, c'est un des sujets. Peggy, je ne sais pas si tu voulais intervenir sur le même thème ou un autre, tu as levé la main. Oui, bonjour à tous. Donc merci pour ce baromètre, à toute l'équipe. Moi, je m'interrogeais sur 2 choses. La première, c'est est-ce que vous aviez la capacité, via l'outil, de comptabiliser des questionnaires qui n'auraient pas été publiés jusqu'au bout, en fait, des répondants qui auraient abandonné en cours de route, qui peut aussi, par exemple, éventuellement donner, alors à toutes fins utiles, hein, il faut prendre des pincettes avec l'analyse, mais donner une visibilité sur des gens qui auraient eu des difficultés à se projeter dans les questions et du coup qui finalement auraient reculé dans la réalisation de ce questionnaire. La Alors, deuxième chose, je propose de couper en morceaux, je te laisse ouais, poser une vas-y, question après. vas-y, Comme vas-y. ça va être plus facile pour suivre. Déjà, le questionnaire est long et compliqué. Il a été pour nous, mais il l'a été aussi du coup pour les répondants. C'est lié au fait, voilà, le nombre de standards, etc. Donc assez complexe à manipuler. Du coup, aussi nous à retraiter derrière. Petit retour d'expérience pour un questionnaire de ce type-là, utiliser Google est finalement pas une bonne idée. Donc s'il y avait une V2, il faudrait qu'on fasse autrement. Peut-être d'ailleurs pas avoir les 22 standards énormes dans le même item passion pour des questions, on va dire, techniques du questionnaire, mais aussi à cause du profil des répondants derrière. Donc il est possible qu'on ait perdu des gens en route. Peut-être que dans Google, on peut retrouver des réponses incomplètes. Non, je pense pas, Mais je ne suis Ghislain. pas certain qu'on les ait Non, prises non, en compte. En tout état de cause, on ne les a pas prises en compte. non. Donc voilà, ça c'est sûr. Non, non, on peut pas récupérer. Il faut que le questionnaire soit entièrement répondu pour qu'on récupère l'information. Moi, Ouais. j'ai pas traité de questionnaires non remplis. Après, effectivement, là, comme disait Ghislain, il y a un certain nombre de données qu'on ne voit pas, notamment les données sur les personnes non concernées ou des personnes qui ont. Et donc, il y a une probabilité que les personnes n'aient pas réussi à répondre à certaines questions et ont juste répondu ça. Donc, on ne sait pas ce qui se cache derrière ce genre d'infos. Ils étaient obligés de répondre, donc on ne sait pas si, quand ils n'ont pas réussi, s'ils n'ont pas été piochés directement dans cette ligne-là. Mais en tout cas, 43 répondants, donc pour nous, c'est quand même assez, pour une première édition, etc. On trouve que c'était vraiment intéressant, qu'il y avait quand même un niveau d'engagement d'adjutants des répondants qui n'était pas négligeable. Donc c'est aussi un signal positif. Après, il y a un biais lié au fait que c'est souvent une personne qui répond et pas une organisation. Donc, il y a ça aussi qui joue. Donc, en fonction de la personne dans l'organisation, ça ne veut pas dire que si la personne de l'AOM répond, ça ne veut pas dire que toute l'AOM est. Enfin, ça représente la durée de maturité de l'AOM sur le sujet, en fait, par exemple. Oui. Voilà. Bon, certains ont cherché à se coordonner en interne, hein. On a des gens qui nous disent attendez, j'ai besoin d'une semaine de plus, que j'ai demandé à des collègues et tout pour répondre. Il y a vraiment des gens qui ont fait un vrai effort, aussi bien côté opérateur que AOM, pour atteindre un degré de réponse correct aussi. Donc, il y avait vraiment quand même ce souci d'apporter des réponses complètes pour beaucoup de répondants. Et tu avais une deuxième partie de question, Peggy, puis après, on prendra la question qui était d'Elsa. aussi liée à ce que vous disiez côté IT for PT, mais ce que tu disais, Ghislain, par la suite, et ce que Laurent soulignait, c'est que finalement, en fait, je trouve que ce baromètre, il met en évidence aussi la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui est déjà, d'envisager les standards et les normes de manière silotée. Et le MAS, en fait, ne peut plus, on voit bien dans les échanges qu'on peut avoir dans le cadre des projets, le MAS ne peut plus se contenter de faire appel à un quorum de standards et de normes sur des briques. En fait, il y a un moment, il va falloir transversaliser. C'est un peu ce qui ressort en GT6 également. Et deuxièmement, je trouve que ce qui ressort aussi, c'est ce besoin d'aller plus loin vers des normes qui, aujourd'hui, n'ont pas un niveau de maturité, mais par contre, qui sont fortement attendues. On le voit avec TOMP.
de ce que je conçois Alors, je regardais via mon téléphone, donc je ferai les niveaux de zoom grâce à la haute définition, comme tu disais, Ghislain. Mais il y a quand même des C'est attentes Yann sur qui a certaines. réalisé tout ça et Ah, qui c'est Yann, suggérait qu'il merci ne Yann. fallait pas basculer en Full HD pour Voilà. avoir le détail. Ouais. Et effectivement, il y a un sujet autour de certains standards qui sont attendus, qui sont souhaités, mais qui ne sont pas encore implémentés. Et comme Ça Mélanie l'a ressort aussi mentionné, des la différents photo, elle a rapports. bougé depuis 6-8 Oui, mois qu'on a terminé. Et c'est tant mieux. Alors, du coup, on pourra Mm. discuter d'une V2 sous quelle forme. D'ailleurs, Mélanie nous laisse au moment d'évoquer la V2. Du coup, elle se dit je m'en vais. Merci Mélanie, du coup, de nous laisser avec ce bientôt pour la V2. Il faut que, enfin, c'est aussi côté Mélanie de définir avec les uns et les autres quelle forme prend une future édition du baromètre, comment il est piloté et quel est le scope. Du coup, pour prendre ta question, Elsa, est-ce qu'il faut mettre d'autres standards dans ce baromètre, comme notamment sur l'accessibilité, que ce soit CNIJ, accessibilité et NETEX? J'ai envie de dire pourquoi pas, tout est possible. Moi, je pense que sur la forme, il faut une réflexion, pas juste sur savoir si on utilise Google pour poser des questions, mais peut-être segmenter les choses pour que, malgré tout, enfin en tout cas par domaine, pour que ce soit les bonnes personnes qui puissent répondre et simplifier les réponses, et quitte à ce que justement on puisse avoir plus de profondeur dans les réponses, c'est-à-dire peut-être pour demander aussi un peu plus de qualitatif, etc. Mais c'est plus facile si aux gens on demande de répondre sur 7-8 standards dans leur champ de compétences que sur 22 dont la moitié ils découvrent le nom à cette occasion. Voilà, donc ça, c'est voilà, la question de la V2, en tout cas, beaucoup de personnes l'ont évoqué. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un besoin autour de ça, et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. La V1 a été vraiment une manière on a fait les choses assez rapidement, comme on a pu. On a fait aussi un certain nombre d'erreurs, même techniques, dans la manière de procéder, qu'on essaie de ne pas renouveler si c'est nous, et en tout cas, si c'est d'autres personnes qui le font, on partagera nos erreurs. Pour que ce soit plus justement accessible, plus facile à utiliser, plus facile à traiter, et aussi plus utile pour tout le monde, qu'on puisse le produire plus vite. Jérôme de Bordeaux, Jean-Luc me dit donc besoin de normes ou standards pour le partage de comptes uniques, donc données entre abonnés, exploitants, opérateurs de mobilité. Donc ça, c'est l'occasion pour moi de faire un peu de promotion pour le standard CMS, compte mobilité standardisé, qui est attendu, comme tu disais, Peggy, juste avant, et qui est déjà là. Pour ceux qui l'attendent, n'hésitez pas. Je sais que Jérôme, tu es aussi impliqué fortement sur ce sujet-là. Et on parlait de transversalité, c'est pour moi typiquement l'un des standards qui doit permettre de créer de la transversalité entre tous les domaines et les services de mobilité. Il est aussi prévu avec Mélanie qu'on lance un nouveau cycle de travail en 2023 pour venir à la fois déployer ce standard dans des projets, mais aussi venir le compléter et créer encore plus de transversalité avec ce standard sur les notions de compte unique, sur les notions d'abonnés entre opérateurs. Donc ça va être un sujet important en 2023. Et puis peut-être pour terminer, il est 10h01, il y a Emmanuel qui voulait reprendre la parole, donc je pense que ce sera la dernière intervention avant qu'on conclue. Ouais, merci. Très rapidement, juste pour rebondir sur cette transversalité et le besoin, en effet, peut-être de définir des périmètres fonctionnels, parce que finalement, ici, on place les standards un peu au même niveau. Et typiquement, sur l'écosystème Transmodel, en fait, Transmodel est vraiment le modèle de données, donc c'est vraiment un modèle conceptuel. Là où Siri et NETEX sont des formats d'échange qui déjà visent, donc, pour Siri, le temps réel, et pour NETEX, les données statiques. Et au sein même en fait, de NETEX, par exemple, il y a cette notion de profil qui vont adresser, par exemple, le profil parking sur les données de stationnement, le profil accessibilité pour les données d'accessibilité, le profil information voyageur, il y a un profil tarif qui existe également. Donc, en fait, chaque profil va adresser un périmètre fonctionnel différent. Donc, interroger en fait sur la connaissance de NETEX, finalement, ça n'a peut-être pas tant de sens que ça, et c'est peut-être aussi pour ça que les répondants sont un peu perdus sur la connaissance, parce que qu'est-ce que veut dire NETEX en fait? De quoi est-ce que l'on parle en termes de périmètre fonctionnel? C'est sans doute important de le préciser pour bien cadrer en fait, et c'est aussi des enjeux de complémentarité de ces différents formats d'échange, où en effet il n'y a pas forcément un format unique, mais des formats qui vont être adaptés à des périmètres fonctionnels définis.
Habituant. Bah, écoute, en tout cas, merci pour un commentaire qui sera le mot de la fin, afin de respecter l'horaire. Si j'ai le droit quand même à un dernier mot, c'est simplement pour remercier tous les partenaires, KIT, Fonds d'Accès National, UTP, GART, bon, vous les connaissez, même si on a remis leur email, c'est pas forcément utile. Surtout remercier aussi, côté Fabrique des Mobilités, Yann qui est connecté ce matin, qui était connecté en début de session, et Julie qui ont passé beaucoup de temps l'un et l'autre, à répondre à vos questions pour répondre au questionnaire, à le préparer, à le traiter derrière, et à préparer ce support. Donc, merci vraiment à tous les deux. Et puis, bah, je ne veux pas que sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets connexes, on ait l'occasion de se reparler assez rapidement. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à Merci tous. beaucoup. Bonne journée. Merci Guilain. Bonne journée, au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Je vais fermer. Bonne journée à tous.